Aujourd'hui, je suis à l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, à Saint-Mandé, près de Paris. Et je me suis installé dans la cartothèque parce que je voudrais vous montrer ce qu'on appelle une carte d'état-major. Alors, la carte, la planche, la voici. Elle a été réalisée au XIXe siècle par des ingénieurs et des officiers de l'armée française. Et ce qui nous intéresse, c'est pas seulement le fait qu'elle soit belle, mais parce que son usage n'a pas été que strictement militaire. Au contraire, cela s'est inscrit dans la grande aventure cartographique du pays. Et bien aujourd'hui, je vais donc vous faire le récit de cette aventure. Dans un précédent Dessous des cartes, je vous avais raconté l'histoire de la famille Cassini, qui au XVIIIe siècle a supervisé la réalisation de la première carte topographique de la France. Mais à peine achevée, cette carte de Cassini se révèle obsolète. L'absence d'un relief précis rend la carte pratiquement inutilisable, tant pour les militaires que pour la conduite des grands projets liés à l'aménagement du territoire. Donc dès le début du XIXe, Napoléon Ier estime nécessaire d'établir une nouvelle carte de France. Sauf qu'à cette époque, le contexte politique n'est pas favorable, la France est en guerre une fois encore, et il faut attendre la chute de l'Empire et l'avènement de Louis XVIII pour que le projet d'une nouvelle carte topographique de la France voie le jour. Le 11 juin 1817, une ordonnance royale instaure une commission de 14 membres chargée, je cite, d'examiner le projet d'une nouvelle carte de la France appropriée à tous les services publics. 10 mois plus tard, des ingénieurs, civils et militaires entament les premiers relevés autour de la capitale. Alors, arrêtons-nous un instant sur le travail accompli à l'est de Paris, dans les cantons de Charenton et de Vincennes. Voici le résultat, c'est une carte manuscrite, un exemplaire unique, réalisé d'après les centaines de relevés effectués sur le terrain. On appelle cela un dessin minute. Alors vous le voyez, le travail est d'une grande finesse. L'échelle utilisée ici est le 1/1000e, autrement dit 1 cm sur le papier équivaut à 100 mètres sur le terrain, soit un degré de précision inégalé à l'époque. Et bien pourtant, malgré ce premier résultat qui est encourageant, des conflits apparaissent entre les administrations civiles et militaires. Les officiers de l'état-major reprochent par exemple à la nouvelle administration du cadastre de ne pas transmettre ces relevés, ce qui évidemment menace l'ensemble du projet. Résultat, en 1827, la décision est prise de confier à l'état-major des armées la maîtrise totale de la carte. Donc la nouvelle carte topographique de la France prend ainsi le nom de carte de l'état-major. Des normes sont alors définies, à commencer par l'échelle. Dans un premier temps, l'état-major envisage d'utiliser le 1/50 000e, ce qui signifie que 1 cm sur la carte représente 500 mètres sur le terrain. Tous les détails utiles aux différents services publics peuvent ainsi être présentés, mais un tel degré de précision entraînerait des coûts beaucoup trop élevés et des délais de fabrication beaucoup trop longs. Alors on pense ensuite au 100 millième, c'est-à-dire 1 cm sur la carte pour 1 km sur le terrain. C'est une échelle pratique parce qu'elle est décimale, mais alors elle ne permet plus de représenter les petites constructions. Donc l'état-major adopte finalement le 80 millième, donc 1 cm sur le papier, pour 800 mètres sur le terrain, ce qui ouvre sur 2 avantages. La précision est jugée suffisante pour les besoins militaires et civils, et puis cette échelle est proche de celle de l'ancienne carte de Cassini qu'elle doit progressivement remplacer. Voilà pour l'échelle. Reste à planifier les diverses phases d'élaboration de la nouvelle carte. Le pays est découpé en 273 feuilles, matérialisant chacune une portion de territoire de 40 km nord-sud sur 64 km est-ouest. Puis, en s'appuyant sur le méridien de Paris, les officiers de l'état-major entreprennent une nouvelle triangulation de la France. En principe, cette nouvelle triangulation est en tout point identique à celle établie au XVIIIe pour la carte de Cassini. Il s'agit toujours de déterminer, par le calcul trigonométrique, les coordonnées d'un grand nombre de points remarquables. Puis les relevés secondaires viennent ensuite compléter le maillage de base jusqu'à la couverture totale du territoire. Au milieu du XIXe, l'innovation tient au perfectionnement des instruments de mesure. Le quart de cercle, utilisé au XVIIIe, est abandonné au profit du cercle répétiteur, qui est beaucoup plus précis. Mais pour les relevés de proximité,
les officiers de l'état-major utilisent un éclimètre, qui est un appareil plus simple et surtout moins encombrant. Muni d'une lunette de visée montée sur une boussole, l'éclimètre permet de combiner des mesures de planimétrie avec des opérations de nivellement, c'est-à-dire des relevés d'altitude. Donc, on l'imagine bien, vu le degré de précision et l'échelle du pays, les ingénieurs vont devoir effectuer des centaines de milliers de relevés et d'opérations mathématiques. Vers 1850, l'apparition de l'arithmomètre, une machine inspirée de la calculatrice de Pascal, va rendre ces calculs beaucoup plus simples et plus rapides. Entre les premiers relevés en 1818 autour de Paris, Beauvais, Meudon, jusqu'aux dernières mesures effectuées en Corse, dans la région de Corté, près de 50 ans ont été nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire. Et pourtant, à cette étape, on est encore bien loin du résultat final. Regardons de plus près l'exemple de la région de Ramatuelle. Les relevés de terrain y sont effectués en 1861. Mais il a fallu une année de travail supplémentaire pour compiler toutes les données et aboutir à cette carte manuscrite qu'on appelle un dessin minute. Cette planche aquarellée est magnifique, mais cela ne doit pas nous faire oublier la rigueur avec laquelle elle a été exécutée. Car les cartographes obéissent en effet à une charte graphique très précise. Les haies, les jardins, les tourbières, les sables et galets sont toujours figurés selon les mêmes conventions. Chaque couleur est elle aussi prédéfinie. Il est noté par exemple que la teinte des galets s'obtient, je cite, par une teinte de sable mêlée avec un peu d'encre de la Chine. Fin de citation. La charte est aussi très stricte quant à la représentation des reliefs, car c'est là la grande nouveauté de la carte de l'état-major. Regardons de plus près le dessin minute de la région de Ramatuelle. On le voit, les points d'altitude sont notés et le relief est figuré par des hachures d'autant plus resserrées que la déclivité est importante. Et ces indications ne figuraient pas dans la carte de Cassini. Or, elles sont devenues indispensables au XIXe siècle, tant pour les besoins militaires que pour l'aménagement du territoire national. Relief, voies de communication, habitation, ces dessins minutes fournissent aussi un précieux témoignage sur l'occupation des sols ou la transformation du paysage. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer cette carte du Cap Cavalère, tel qu'il était en 1861, avec une photo satellite contemporaine. Revenons à notre histoire et à nos cartes. Après les relevés et les dessins minutes, dernière étape de cette aventure cartographique, la gravure et l'édition. Alors comment procède-t-on? Pour commencer, le dessin minute est réduit de moitié. On passe ainsi d'un dessin original au 1/40 millième à une copie au 1/80 millième. Ce nouveau dessin est alors gravé à l'eau forte ou au burin sur une plaque de cuivre comme celle-ci. Elle servira de matrice au tirage final de la carte. L'étape de la gravure est probablement la plus longue et celle qui requiert le plus de minutie. La plaque qui a permis le tirage de cette carte des îles Chausey n'a demandé que quelques mois de travail, mais il a fallu plus de 8 années pour venir à bout des reliefs et achever la gravure de la planche d'Albertville. Une plaque de cuivre doit pouvoir supporter un premier tirage de 3000 exemplaires, puis, après retouche, un second tirage de 2000 feuilles. Au milieu du 19e, 5000 exemplaires d'une même carte sont donc suffisants pour couvrir les besoins de l'armée, des administrations et du grand public. Lorsque, en 1880, les dernières planches sont éditées, la toute nouvelle carte de l'état-major est déjà dépassée. La plupart des relevés ont été réalisés avant la modernisation du réseau routier français et l'extension des lignes de chemin de fer, donc des révisions sont indispensables. On voit très clairement ces ajouts sur les dessins originaux. Ici, par exemple, la ligne de chemin de fer Saint-Germain-en-Laye-Paris a été rajoutée puisqu'elle se superpose et coupe les légendes initialement portées sur la carte. En fait, la carte a été dessinée en 1818, alors que la ligne de chemin de fer a été construite une vingtaine d'années plus tard, en 1937. Dans ces dernières années du XIXe siècle, le besoin d'une nouvelle carte de France se fait à nouveau sentir. Le projet est adopté en 1900, mais il connaîtra bien des vicissitudes puisque la réalisation de la nouvelle carte topographique de la France
demandera pas moins de 80 ans et ne s'achèvera qu'en 1980. Voilà, cette aventure cartographique s'achève ici, dans cette galerie de l'IGN qui conserve la mémoire et aussi tous ces instruments magnifiques qui ont permis pendant pratiquement 300 ans d'arpenter le territoire national au service de la cartographie. Ces cartes anciennes sont patrimoine national, donc notre patrimoine commun, et l'institution qui les conserve, l'IGN, est un véritable service public. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller chercher votre ville ou votre village pour voir comment ils étaient au XIXe siècle, ne serait-ce que pour les comparer avec ce qu'ils sont devenus au XXIe siècle, sachez que ces cartes anciennes sont accessibles sur le site de l'IGN en haute définition et gratuitement. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au site de l'IGN. Vous pourrez y consulter la couverture satellite et cartographique du pays en 2 et même en 3 dimensions. Je vous rappelle que les cartes anciennes, la carte de Cassini ou la carte d'état-major sont téléchargeables en haute définition et ceci gratuitement. Et puis je voulais vous signaler l'existence de penserlespace.com, c'est un site communautaire qui porte un nouveau regard sur la géographie. Il donne aussi accès à Passion Géographie, le plus important forum francophone entièrement dédié à ce sujet. Et sur le site du Dessous des cartes, arte.tv, vous pouvez retrouver toutes ces références en langue française et en langue allemande.